Cet après-midi du 5 juillet 1954, dans les rues de Memphis, au sud-ouest du Tennessee, nous sommes aux États-Unis, le thermomètre affiche 37 degrés. Dans les rues désertes, étouffées par la chaleur, seuls quelques taxis circulent encore. Devant le 706 de l'Union Avenue, à l'entrée du minuscule studio Sun Record, le petit label de la ville, un jeune chauffeur routier de 19 ans gare son camion. Il saute de la cabine, il court à l'arrière du camion pour vérifier la fermeture des portes et il file dans l'enceinte du studio d'enregistrement. Amateur de chant depuis son plus jeune âge, Elvis a rendez-vous pour enregistrer ses premières chansons. Podcast Story. Transpirant et encore essoufflé par sa dernière livraison, le jeune Américain entre timidement dans le petit studio. Les yeux rivés sur le légendaire microphone rectangulaire en métal, il pose délicatement le casque sur sa tête. L'ampoule grésille et éclaire la pièce d'une douce lumière rouge. Entendant sa voix résonner dans ses oreilles, le jeune homme, sourire aux lèvres, entonne le fameux titre « That's All Right » du bluesman Arthur Crudup. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vitre, le producteur Sam Phillips peaufine les réglages. Elvis est heureux, déchaîné même. Il envoie une toute autre version du morceau qui l'accompagne de grands déhanchements du bassin. Le producteur est surpris. Mais comment ce petit blanc peut-il chanter comme un noir ? Et jamais non plus Sam Phillips n'a vu un artiste danser de cette façon. Immédiatement, il enregistre la version et regarde le show du jeune homme survolté. 2 semaines plus tard, la chanson, d'1 minute 55, est diffusée sur la radio locale, et les auditeurs ravis appellent en nombre. Commercialisé en 45 tours, le titre est vendu à 20 000 exemplaires, et marque définitivement le début d'une toute nouvelle époque. Ce 5 juillet 1954, dans ce minuscule studio de Memphis, le miracle s'est produit. Elvis Presley donne naissance à la toute première chanson de l'histoire du rock'n'roll. Au petit matin du 8 janvier 1935, une vingtaine d'années plus tôt, dans une petite maison de 2 pièces fabriquée de ses propres mains, le jeune Vernon Presley se tient aux côtés de Gladys, sa femme. Les 2 jumeaux sont sur le point de naître. Peu avant l'aube, le premier des 2 garçons passe enfin la tête. Malheureusement, Jesse Garon, c'était son nom, ne poussera jamais son premier cri. 35 minutes plus tard, le second arrive à son tour et alors lui est vivant et en bonne santé. Les jeunes parents le baptisent Elvis. Elvis Aaron. Né à Tupelo, donc dans le Mississippi, Elvis grandit au sein d'une famille unie. Ses grands-parents, oncles, tantes et cousins vivent les uns à côté des autres. Issus de la classe ouvrière pauvre, Vernon et Gladys s'enchaînent les petits boulots et se dévouent corps et âme pour subvenir aux besoins de leur fils chéri. Très croyante, la petite famille passe tous ses dimanches à l'église pentecôtiste, où Elvis, du haut de ses 2 ans, écoute et chante le gospel. Les bluesmen noirs du quartier, les émissions de radio de musique country et le gospel de l'église seront ses premières influences musicales. Le 3 octobre 1945, à Tupelo, un concours de jeunes talents est organisé et diffusé en direct sur la radio locale. Elvis a 10 ans et il participe. Le petit garçon, habillé comme un cow-boy, s'approche lentement du micro et entonne sa chanson. Il finit 5e et gagne $5 que, selon la légende, il dépensera juste à côté dans une fête foraine. Un an plus tard, en 1946, pour son 11e anniversaire, Elvis rêve d'un vélo, un beau vélo comme celui de ses copains. Mais ses parents n'ont pas les moyens. À la place, Gladys s'achète une petite guitare à $12 seulement. Sous la houlette de son oncle musicien et de quelques voisins, Elvis apprend vite à jouer ses premiers accords. Il rejoint aussi des groupes de gospel du quartier et il s'inscrit aux concours locaux. 1948. À la recherche d'une vie meilleure, Gladys et Vernon quittent le Mississippi. Ils emballent leurs affaires dans une malle, l'attachent sur le toit de leur Plymouth 1939 et déménagent à Memphis, dans le Tennessee. La ville est déjà connue à l'époque comme le berceau du blues.
Arrivé à Memphis, la petite famille s'installe dans les HLM des quartiers pauvres du nord de la ville. Verdon et Gladys vont de travail en travail et Elvis, adolescent, rentre au lycée. Malgré le changement, la vie reste dure. Il est déjà très différent des autres enfants de son âge. Il a des cheveux longs à la mode un peu voyou, de la gomina, des tenues flamboyantes. L'originalité de son look provoque les railleries des autres enfants du collège. Le club de football refuse même de l'intégrer à l'équipe. Elvis est seul. Enfin, pas tout à fait. Il a sa guitare. Avec elle sous le bras, il passe ses nuits à écouter du blues dans les salles du centre-ville de Memphis. Sans aucune formation musicale, ne sachant même pas lire une partition, il s'imprègne de la musique afro-américaine, le black blues et le gospel, bien sûr. Cet après-midi-là, pour la grande fête de fin d'année du lycée, un concours de jeunes talents est organisé. Pour l'événement, bon nombre d'habitants de la ville de Memphis viennent se mêler à la foule d'élèves. Pour le jeune Presley, l'occasion de prendre sa revanche est trop belle. Devant un parterre d'étudiants, le jeune chanteur joue de ses talents d'amuseur en interprétant avec brio les chansons à succès de l'époque. Sa voix charismatique et son incroyable jeu de scène provoquent très vite l'hystérie de la foule. Sous un tonnerre d'applaudissements, Elvis exécute un rappel et remporte le concours. Malgré le succès que le jeune adolescent rencontre maintenant au sein de son lycée, cette période reste un moment difficile de sa vie. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses parents, il doit lui aussi travailler. Tous les jours, à la sortie du lycée, Elvis endosse le costume d'assembleur dans un magasin de meubles du quartier. Tard le soir, épuisé, le jeune garçon rentre chez lui dans la nuit noire des rues de Memphis. 1953, à tout juste 18 ans, Elvis obtient son diplôme universitaire. Dès lors, il enchaîne plusieurs emplois, notamment celui de chauffeur pour les camions de la Crown Electric, une entreprise de livraison de la ville. Mais pour ce fou de musique, seul compte le gospel, la country et le rhythm and blues. Elvis poursuit donc son rêve musical et décide de tenter sa chance en réalisant une petite démo dans les studios Sun Records du producteur Sam Phillips. Sa reprise de That's Alright surprend le propriétaire du label qui décide immédiatement de prendre le jeune interprète sous son aile. Les influences musicales d'Elvis sont définitivement marquées par son milieu social. Grâce à la musique gospel qu'il entend à l'église depuis l'enfance et aux nombreuses sessions nocturnes auxquelles il assiste dans les rues de Memphis, Elvis a absorbé le R&B noir, la country et la musique pop. En défiant toutes les barrières sociales et raciales qui se dressent à l'époque, Elvis Presley inaugure une toute nouvelle ère de la musique et de la culture populaire américaine. Avec son nouveau label RCA Records, qu'il rejoint en 1955, Elvis Presley sort officiellement dans tout le pays son premier single, Heartbreak Hotel. En seulement 3 semaines, plus de 300 000 exemplaires sont vendus, un record qui lui offre son premier disque d'or. Dans la foulée de ce succès, son premier album, intitulé Elvis Presley, s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires. En 1956, les studios de cinéma de la Paramount Pictures, désireux de s'accaparer rapidement l'idole des jeunes, lui offrent un contrat mirobolant. À 21 ans, Elvis s'engage pour 7 ans avec la Paramount. Dès lors, Elvis est partout, musicien, mais aussi acteur. En 1956, Love Me Tender, son premier film, remplit les salles de cinéma de New York. Avec un tel succès au box-office et près de 22 millions de dollars de merchandising sur son image, l'icône du rock'n'roll ne tarde pas à passer les frontières. Son ascension fulgurante fait grincer des dents les conservateurs de la société américaine, les puritains. Il est pervers, il est immoral, son déhanchement est trop sexy. Il est dangereux pour la jeunesse américaine, sa musique est diabolique. Mais le succès d'Elvis est un tsunami qui balaye les critiques du vieux monde. Ses apparitions télévisées se multiplient et les recettes atteignent des chiffres records. En à peine 3 ans, sa vie a basculé. Adulé par la jeunesse du monde entier, le chanteur est harcelé par de nombreux fans.
Et en mars 1957, il achète le manoir de Graceland, toujours à Memphis, où il se barricade. En grand passionné de bande dessinée, c'est là, tout seul, que l'artiste passe le plus clair de son temps. Car maintenant, chacune de ses sorties est soigneusement planifiée, rigoureusement encadrée par un service de sécurité. Comme ce jour où Elvis et son vieux copain d'enfance, Jerry Schilling, décident d'aller à Libertyland, c'est le parc d'attractions de la ville. Un coup de téléphone de son label suffit à faire immédiatement fermer le parc au public. Les deux compères profitent tout seuls des manèges, des jeux, des stands de hot-dog ou de barbe à papa jusqu'au petit matin. Et la fête et les grands privilèges seront de courte durée. Ce matin du 20 décembre 1957, à quelques jours des fêtes de Noël, Elvis reçoit son avis de convocation pour rejoindre les rangs de l'US Army. Eh oui, le service militaire est alors obligatoire. Au sommet de sa carrière et malgré son statut de star, Elvis Presley part sous les drapeaux. Il est incorporé en Allemagne de l'Ouest, où nous sommes en pleine guerre froide, les forces américaines sont encore déployées. Bouleversé à l'idée de mettre un terme à sa carrière, l'artiste n'a pourtant pas le choix. À 23 ans, il se doit de montrer l'exemple. Il se doit de répondre aux exigences du peuple américain, ne pas déshonorer son pays et prouver qu'il est un homme de devoir, soumis aux mêmes règles que tous les concitoyens. Adieu la banane, place au képi. En 1959, lors d'une petite soirée organisée à la base de Ray Barracks, c'est à Friedberg, en Allemagne donc, Elvis fait la connaissance de Priscilla Beaulieu, une toute jeune fille de 14 ans. Elle est la fille d'un pilote de l'armée américaine, lui aussi en mission en Allemagne de l'Ouest. Elvis tombe immédiatement sous le charme de l'adolescente. Quelques années plus tard, Priscilla deviendra sa femme et la mère de sa fille unique, Lisa Marie Presley. Le 5 mars 1960, après 2 ans de service, Elvis Presley atteint le grade de sergent dans l'armée américaine et peut enfin rentrer au pays. Et son public l'attend. Rassuré de voir que son passage dans l'armée n'a pas mis un frein à sa carrière, il enchaîne une longue série de tubes. Et au même moment, les parents de la jeune Priscilla acceptent de la laisser partir pour Memphis. Après 2 ans d'une attente interminable, les deux amoureux sont de nouveau réunis et coulent des jours heureux dans la propriété de Graceland. Mais la concurrence arrive. Et elle arrive d'Angleterre. C'est l'invasion anglaise, comme on disait à l'époque, avec les Stones et les Beatles. Le rock change, il évolue. Elvis n'est pas dépassé, mais il n'est plus le seul, et un peu moins populaire. Côté cinéma, ça va pas terrible non plus. Les critiques de films dans lesquels il joue, Girls, Girls, Girls en 62 et Viva Las Vegas en 64, ne font plus du tout l'unanimité. À la fin des années 60, Elvis décide d'ailleurs d'abandonner tous ces films un peu bancals, il faut bien le dire, que lui propose Hollywood. Les mois passent et le chanteur traverse une longue période de doute. Mais sa crise artistique prend fin le 3 décembre 1968, jour où la chaîne de télé NBC l'invite à se produire sur scène pour une émission spéciale, un concert télévisé baptisé 68 Comeback. Après 7 ans sans la moindre performance musicale en live, Elvis fait son grand retour sur scène. Et il signe là l'un des plus grands succès d'audience de l'histoire de la télévision. Adieu les simples ballades pour consommation rapide, Elvis Presley revient en force avec son sex appeal, son attrait, son sourire charmeur et cette voix unique, le King is back. Avec ses pas de danse qu'on appelle le wide mill, le moulin à vent, les rubber legs, les jambes en caoutchouc et surtout son emblématique coupe de cheveux, une sorte de grosse pompadour brillante grâce à l'huile de rose et de jojoba, elle est tenue à grands coups de vaseline et de lac, le King devient une légende de la culture populaire mondiale. Mais avec le succès, la gloire, viennent aussi les excès. Au mois de février 72, lassée par les exigences de plus en plus délirantes de son mari, Priscilla et Lisa Marie, sa fille chérie, quittent la maison. Elvis plonge alors dans la toxicomanie.
Dans la deuxième partie des années 70, et après une seconde overdose de barbiturique, il se terre dans le monde imaginaire de son manoir de Graceland. Emprisonné dans un corps qu'il déteste, l'artiste se perd dans l'alcool, la malbouffe et la consommation excessive de médicaments. Lors de son dernier concert à Indianapolis, 1 mois et demi avant sa mort, il est si gros que ses 2 costumes traditionnels de scène se déchirent l'un après l'autre. L'odeur corporelle provoquée par sa prise de poids envahit les coulisses et le rend lui-même mal à l'aise. Elvis, dont l'obsession est d'être toujours parfait, devient insomniaque, dépressif, obèse, sujet à l'hypertension. Il souffre d'un glaucome et le chanteur consomme tous les jours un peu plus de médicaments. Elvis a toujours refusé de consommer des drogues illicites. Il s'est même engagé dans la lutte contre les stupéfiants. En revanche, les drogues légales, celles que les médecins lui prescrivent ou celles qu'il se prescrit lui-même d'ailleurs, là, l'artiste en raffole. Des tonnes de somnifères pour s'endormir, des énergisants pour se réveiller, des pilules pour soigner sa constipation chronique, d'autres pour le maintenir debout. Dépendant à la cortisone et aux antidépresseurs, Elvis n'est plus que l'ombre de son passé, l'ombre fatiguée du chanteur qui a porté le rock au rang de révolution mondiale. Le 16 août 1977, à 42 ans, Elvis s'est retrouvé mort, assis sur la cuvette des toilettes de la salle de bain de Graceland. Souffrant de constipation, il est victime d'une insuffisance cardiaque liée certainement à sa surconsommation de médicaments. Malgré son déclin accéléré, Elvis Presley est devenu l'une des figures les plus importantes de l'histoire de la musique populaire. Comme en témoignent ses plus de 100 disques d'or, de platine ou multiplatine. Il est enterré dans sa propriété, près des tombes de sa mère, Gladys, et de son père, Vernon. Chaque année, le 16 août, au soir de l'anniversaire de sa mort, des milliers de fans du monde entier s'y rassemblent pour une veillée spéciale en l'honneur du King. Toute la nuit, des centaines de milliers de bougies illuminent Graceland en la mémoire de celui qui a fait de la ville de Memphis la Mecque du rock'n'roll. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.